C'est de la connerie totale. Je suis vraiment déçu. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Justin Marshall, ancien demi-de-mêlée des All Blacks. Et ce qu'il vise, c'est la tournée de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Et bam, les débats sont lancés. À quelques jours du premier test entre la Nouvelle-Zélande et la France, la tension est déjà à son maximum. On va être réaliste. La France, elle envoie quand même une équipe qui fait un peu flipper, mais pas dans le bon sens. Une moyenne de 9 sélections. 9 pour jouer peut-être la meilleure nation du monde. Et pendant ce temps-là, les All Blacks, ils ont envoyé cet automne leur équipe A+, pour jouer chez nous, remplir les stades, mettre du spectacle. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va se faire dérouiller? Est-ce que cette équipe n'a vraiment aucune chance? Et surtout, c'est quoi le plan de Galtier dans tout ça? Accrochez-vous parce que dans cette première preview pour le premier test entre la France et la Nouvelle-Zélande qui aura lieu samedi matin à 9 h, on va décortiquer l'équipe alignée avec les enjeux et voir si on sera capable de résister à ces Blacks. Et spoiler, il y a des trucs un peu intrigants, non? La charnière, c'est toujours un très bon indicateur de la stratégie. Et là, c'est intéressant parce qu'on appelle ça un test match. On considère que c'est pas trop important, mais en réalité, que nenni! Le staff, ils ont la pression. Les joueurs, évidemment, ils ont la pression parce qu'il y a beaucoup de néophytes, mais le staff a la pression. Ils ont laissé 70% des cadres à la maison. Et au vu des déclarations et des tensions qui animent un petit peu la presse quand même depuis un an concernant le choix qu'a fait la France d'agir comme ça, t'imagines bien que si on prend une valise là sur le premier test, mais les titres en Nouvelle-Zélande, les titres en France, etc., ça va couiner. Et à la limite, ça, Fabien Galtier, il en a rien à faire, on le sait. Il s'amuse avec la presse et il a son petit plan et il est clair dans ses idées. Mais c'est pas ça le problème, c'est les répercussions. L'année prochaine, on va la faire où la tournée? Parce que si tout le monde refuse de nous accueillir parce qu'on n'envoie pas seul notre équipe A, on va aller jouer quoi? La Namibie? Avec tout le respect que j'ai pour les Namibiens. Mais franchement, un France-Namibie, ça me fait pas kiffer. Comme quand on va faire une tournée au Japon, des France-Japon, ça me fait pas kiffer. Des France-Australie, des France-Nouvelle-Zélande, des France-Afrique du Sud, ça ferait kiffer. Donc oui, la pression du résultat, elle est bien présente. Sur le profil du 9, on ne s'interroge pas trop et moi, j'ai plutôt des certitudes puisque évidemment, c'est Le Garec qui est en bonne position. Il est solide, il est fiable au pied, c'est un buteur. En revanche, l'ouverture pose un petit peu plus de débat sur qui est-ce qu'on allait avoir à l'ouverture. Joris Second semblait avoir la préférence par rapport à Astoy. Et ce n'est peut-être pas anodin, parce que Joris Second, c'est un métronome au pied. Si tu as envie de jouer dans le camp adverse, de ralentir les ballons, de jouer l'occupation et d'essayer de casser le rythme pour forcer les Blacks à être le plus loin possible de ta ligne, c'est lui qu'il te faut. Tu sens poindre une petite stratégie un peu minimaliste, fermer les écoutilles, provoquer l'adversaire et aller jouer le hold-up, t'essayes de tenir le match le plus longtemps possible, tu les renvoies chez eux, t'essayes de les faire douter et peut-être qu'à coup de 3 points, tu peux faire quelque chose. Je suis vraiment curieux de savoir si c'est l'idée du staff un peu de verrouiller le jeu parce qu'on sait très bien que Fabien Galtier, stratégiquement, moi je le trouve très fort. Sur chaque match, il a un game plan qui est spécifique. Et est-ce que taper loin et forcer les Blacks à surjouer qui, eux, ont envie de prouver, ça peut pas être une stratégie. En face, il y aura Boden Barrett à l'ouverture, on ne le présente plus. Et ensuite, il y a deux petites incertitudes. Ils hésitent entre Christie et Roigard, on va le voir. Côté triangle arrière, il y a des incertitudes. La tournée de l'équipe de France, elle commence pas au mieux, où on a Tchèque-Tirbérien qui s'est blessé, et donc du coup, c'est le jeune Daumont qui a été appelé. Léo Barré était en convalescence suite à une béquille et il vient d'arriver. Gabin Villiers était incertain. Tom Spring était incertain. Peut-être que la plus grande certitude pour nous sur ce triangle arrière, c'est Théo Atisogbe qui peut jouer à l'aile ou à l'arrière. On a de la polyvalence avec Emilien Gaëton aussi qui peut jouer à l'aile. Et ce triangle arrière, il va avoir quand même un rôle qui est très important parce qu'en face, pour moi, on a peut-être le meilleur arrière du monde avec Will Jordan, qui est tout simplement exceptionnel. On a Sivioris d'un côté et de l'autre côté, on a Caleb Clark. Le centre du terrain, on s'en doute, ça va être une partie qui est très intéressante. On a Gaël Fickou en tant que capitaine qui, lui, positionné en numéro 12, c'est très intéressant et surtout, ça va amener, je pense, de la sérénité au centre du terrain. On sait que c'est le capitaine de la défense et je pense qu'on va défendre sur ce match, malheureusement. On a les deux finalistes de top 14 qui sont arrivés avec Barassi et Deporter et moi, je vous cache pas ma joie de les voir arriver. Mais ça veut dire aussi qu'on va avoir beaucoup de profils 13 avec Fickou qui a été repositionné en 12 mais qui a beaucoup plus joué 13 en équipe de France, Gaëton qui est plutôt un 13, Deporter qui est un 13, Barassi qui est un 13. Mais les deux qui arrivent là, ils pourront postuler que pour le deuxième et le troisième match. Et ce qui est sûr, c'est que ça va faire des étincelles au centre puisque en face, tu as quand même Rieko Ioane et Jordi Barrett. Pour moi, c'est la complémentarité, c'est le feu et la glace. Et là, on va parler du pack parce que le pack et un rôle déterminant à jouer pour moi dans cette performance. La première ligne, elle n'a pas beaucoup d'expérience, notamment à gauche. On a Giorgio Beria et Baptiste Erdosio qui sont là et qui n'ont jamais joué à ce niveau-là, qui n'ont jamais évolué à ce niveau-là. C'est une sacrée expérience quand même pour un pilier que de débuter avec ses premières sélections sur des tournées en Nouvelle-Zélande. Parce que si on tient le score, je pense qu'ils vont être mis en confiance, etc. Mais la question sur laquelle je m'interroge un petit peu plus, c'est que tu cherches des mecs à tous les niveaux, et d'autant plus au niveau international, qui sont capables de t'amener ce petit plus et de faire la différence au niveau international. Ils te font la différence, ils te remettent l'équipe avec des actions positives, ça peut être un grattage,
tu es en train de subir et là, tu as un mec, il arrive, plam, il te rentre une énorme planche, il fait reculer l'adversaire sur 5 mètres. C'est des trucs où psychologiquement, tu mets à mal l'adversaire, mais surtout, tous tes potes, tous tes mecs, ils te disent, ok, vas-y, on y va, c'est bon, on est dedans, on est dedans. La question, c'est des joueurs, ils sont capables de le faire. Oui, sinon, ils ne seraient pas en équipe de France. Par contre, ils le font au niveau national, dans le championnat domestique. Ils ne le font pas encore au niveau international. Si jamais ça se passe mal pour l'équipe de France, que tu commences à avoir la tête sous l'eau, etc., est-ce que ces deux jeunes joueurs seront capables d'avoir cette réaction qui va te remettre dans l'avancée parce que c'est ce que tu cherches, ou est-ce qu'ils vont avoir une performance moyenne ou commencer à avoir les genoux qui tremblent, faire des fautes de main parce que le contexte, la pression, etc. Ça va être un sacré challenge parce que il faut avoir cet état d'esprit en sachant que tu es meilleur que l'adversaire. Là, je ne connais pas les joueurs, mais je ne sais pas si c'est facile de rentrer comme ça en te disant « Ok, bah en fait, je suis juste le numéro 3 ou 4 au poste en équipe de France, mais les autres n'étaient pas là, donc je vais croquer sur la tournée. » Mais tu n'arrives pas dans une mentalité où tu te dis « Je suis meilleur que l'adversaire. » Parce que c'est ça le rugby. Et ce qui est marrant, c'est qu'à gauche, on a peu d'expérience. Au talon, on en a quand même beaucoup plus parce qu'on a Gaëtan Barlot et Pierre Bourgarit. Là-dessus, je ne suis pas inquiet. Ils vont pouvoir encadrer. Et surtout, il y a un truc qui est très intéressant, c'est à droite. Je viens juste de capter un truc que vous avez sûrement dû capter depuis longtemps tous. C'est que quand il a appelé Slimani pendant le tournoi de destination, je me suis interrogé et tout le monde s'est interrogé. Ok, Winnie Antonio, il n'est pas trop en forme, des blessures sur le poste de pilier droit, tatati, tatata. Est-ce que Slimani va jouer? Et en fait, je pense que Fabien Galtier, peut-être qu'il aurait pu le faire jouer si les blessures avaient continué, mais je pense qu'il l'a appelé pendant le tournoi de destination pour l'intégrer, le réintégrer au groupe France, pour avoir un pilier de ce calibre et de cette expérience pour accompagner le groupe, jouer les matchs en Nouvelle-Zélande. C'est ce qui me semble le plus logique, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le groupe et dans le moule France, et il sait pourquoi il est là, c'est-à-dire que c'est un vieux de la vieille. Hein. Et donc, il sait que là, il ne vient pas pour aller taquiner une place de titulaire pour la prochaine Coupe du Monde. Il vient pour apporter, à mon avis, Fabien Galtier a dû être clair avec lui, je te veux pour aller jouer en Nouvelle-Zélande parce que je vais avoir des jeunes joueurs et tu as l'expérience pour rassurer tout le monde. Et donc, je pense qu'avoir ce joueur-là, à ce moment-là, ça n'a pas de prix. Ça a une importance mais capitale. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se faire broyer en mêlée, mais généralement il est solide en mêlée Slimani. Avec lui, il y a Georges-Henri Colombe qui lui, j'ai l'impression, est sur courant alternatif. Il est capable de faire des belles prestations, mais là où tout le monde se pose un petit peu plus la question et j'ai pas fait de focus sur lui, je pense qu'il faudrait les données analytiques, GPS, etc. et un connaisseur en mêlée, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément toujours régulier sur sa capacité de déplacement à enchaîner des actions à très haute intensité avec des phases courues et combattues pendant longtemps, et notamment sa tenue en mêlée. Parce qu'en face, il y a quand même la première ligne titulaire des Blacks avec Ethan De Groot, Cody Taylor et Tyrell Lomax. Et donc, ça va être une belle partie et ouais, je suis vraiment curieux de savoir ce que les deux piliers gauche français vont donner. Le reste du pack français, il est un petit peu plus en continuité avec ce qu'on a vu sur le match France-A, Angleterre A. En seconde ligne, on a Hugo Radou et Duguid. Et c'est peut-être sur ce poste-là où je serai un petit peu moins serein que sur le reste, puisqu'ils vont avoir affaire à une très belle deuxième ligne, puisque tu as Scott Barrett qui est devenu capitaine, qui est un excellent joueur, et tu as Tupou Vaaï ou Tuipulotu. Et ces deux joueurs, quand tu vois cette seconde ligne, les matchs qu'ils ont réalisés sur la tournée d'automne et sur le dernier Four Nations, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, est-ce qu'on va être en capacité, en seconde ligne, de résister à l'intensité dans le combat? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, les Blacks, c'est des jolis passes, mais ils te déboîtent la gueule devant. Tuipulotu, c'est un monstre. Vous allez le voir s'il joue et qu'il touche des ballons, mais c'est un monstre. Et on arrive sur le dernier poste qui est la troisième ligne qui pour moi va avoir un rôle prépondérant mais vraiment très important dans la capacité à contenir les Blacks parce que malheureusement je pense qu'on va être amené à défendre et à défendre beaucoup. Et donc les Blacks ils sont capables de te matraquer avec des séquences ultra longues etc. Ils sont très forts aussi pour tenir le ballon les Blacks, c'est pas que des contre-attaques. Et surtout si on a cette stratégie de rendre les ballons au pied pour aller défendre chez l'adversaire, la troisième ligne elle va avoir un très gros boulot. Et notamment sur le fait de verrouiller ce joueur qui est exceptionnel chez les Blacks, Hardy Savea, leur numéro 8. Déjà, quand tu es avec ton équipe type, il n'est pas facile à verrouiller. Là, quand tu vas être avec une équipe qui est diminuée, si on ne lui met pas une grosse pression, il est capable, il génère généralement de l'avancée, mais il est capable de te déchirer ta défense, notamment en sortie de mêlée. Et ça, c'est rare, les 8 qui en sortie de mêlée sont capables de te breaker la ligne. Cette équipe, elle a peu d'expérience. Oui, le contexte, il est tendu, mais non, je ne pense pas que c'est une équipe B qui est envoyée au casse-pipe. C'est une équipe qui, si elle s'en sort avec les tripes et surtout réussit à cadrer les choses, parce que le staff, on sait, ils auront très bien préparé ce match-là. Mais si tu arrives à tenir et à pas te faire casser des plaquages dès le début, à pas charger
devant notamment sur les mêlées et les ballons portés. Si tu craques pas mentalement, je pense que tu as la possibilité de tenir le match et de lancer du coup la tournée de la plus belle des manières. Il n'y aurait rien de plus horrible que si tu en prends 50 sur le premier match. Et toi, tu la sens comment cette tournée? Est-ce que tu penses qu'on peut créer la surprise? Évidemment, on arrive à la fin de la vidéo, j'ai oublié de dire abonne-toi, lâche le pouce et tout, mais si tu l'as pas fait, bah tant pis pour toi. Et tant pis pour moi. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des commentaires, des questions, des remarques, n'hésite pas à me le dire. Le but, c'est de pouvoir partager. Je lis les commentaires. Je suis désolé, je pense pas à tout le temps répondre parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, on se revoit pour le débrief. Pète l'ami.